Bonjour à toutes et à tous. Désolé de ce petit retard lié à d'inévitables problèmes techniques. Bienvenue pour cette dernière e-live de la saison. Mais nous vous retrouverons très vite puisque dès la mi-août, nous reprendrons ces e-lives. Alors, comme vous le savez peut-être, nous avons lancé la première e-live à l'occasion de la journée mondiale du diabète le 14 novembre dernier. Et alors, on me dit qu'à nouveau il y a des problèmes pour lire. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Écoutez, je vais continuer et nous verrons si on a définitivement réglé le problème qui a retardé la mise en place de cette vidéo. Donc, comme je vous le disais, on a lancé la première e-live à l'occasion de la journée mondiale du diabète et on s'était lancé comme défi d'en faire un rendez-vous hebdomadaire incontournable pour tous les patients diabétiques qui désiraient mieux connaître leur maladie. Donc ce défi, nous l'avons relevé puisque nous en sommes maintenant à la 27e e-live et c'est en grande partie grâce à vous qui tous les vendredis êtes présents pour nous poser vos questions. Donc un certain nombre de sujets ont été abordés durant cette saison autour de la diabétologie, mais également sur d'autres thèmes comme la thyroïde et l'obésité. Et ces vidéos sont à retrouver sur notre page Facebook ou notre site internet Diabète 66. Alors, pour cette dernière de la saison, j'ai opté pour un sujet assez large, celui du traitement médicamenteux du patient diabétique de type 2. Donc, quand faut-il mettre en place un traitement antidiabétique? Quand faut-il l'intensifier? Et s'il faut l'intensifier, selon quelle modalité? À quel moment il faut passer à l'insuline. Voilà, donc c'est à l'ensemble de ces questions que nous allons essayer que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Et puis, je vais essayer de répondre, bien entendu, à toutes les questions que vous aurez sur le sujet. Donc, il faut savoir qu'à la découverte du diabète, il est important que le médecin lutte et combatte avec le patient un certain nombre d'idées reçues autour de la maladie. Donc il y en a au moins trois. La première, c'est de se dire j'ai un peu de sucre, mais je ne suis pas diabétique, donc on verra ça plus tard. Il est vrai que le diabète de type 2 est une maladie silencieuse au départ, qu'elle ne provoque pas de symptômes, et si bien qu'il peut y avoir un désaccord de vue entre le médecin qui voit déjà les complications potentielles de la maladie et qui va proposer un ou plusieurs médicaments à un patient qui lui se sent en parfaite santé et qui ne voit donc pas l'utilité de mettre en place ce traitement. Or, c'est précisément dans les 10 premières années qui suivent la découverte du diabète que se joue l'évolution de la maladie. Donc, par le biais de ce qu'on appelle une mémoire glycémique. C'est-à-dire que si vous êtes bien équilibré dans les 10 ans qui suivent le diagnostic de votre diabète, vous avez moins de risques de faire des complications que si la prise en charge est beaucoup plus tardive. La deuxième idée reçue, c'est celle de dire je vais faire au maximum je vais faire un maximum de diététique et d'activité physique de manière à éviter de mettre en place un traitement médicamenteux. Alors il faut savoir que la diététique et l'activité physique, ce sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
même si vous vous affamez, que vous ne mangez donc quasiment plus rien et que vous faites toute l'activité physique possible et imaginable, il sera quand même nécessaire de mettre en place un traitement, au risque sinon de voir apparaître un déséquilibre et donc des complications du diabète. Donc il est important vraiment de comprendre cela pour éviter aussi de se sentir de se sentir en échec en se disant bah, j'ai tout fait pour avoir une bonne glycémie et pourtant je n'y arrive pas. Et puis, la troisième idée reçue, c'est de penser que la mise sous insuline signifie que la maladie a atteint un palier de gravité important et que donc je rentre dans une maladie grave quand on me met à l'insuline. C'est même tout le contraire, puisque c'est au contraire, c'est précisément quand on diffère la mise en place du traitement par insuline qu'on risque à ce moment-là de faire des complications. Alors, on a actuellement dans l'arsenal thérapeutique un grand nombre de molécules à disposition quand on veut traiter un patient diabétique. On a au moins 6 classes médicamenteuses par voie orale disponibles en France, et puis deux types de médicaments par voie injectable, ce qu'on appelle les analogues du GLP-1 et bien entendu l'insuline. Donc le but ne va pas être d'empiler de manière aléatoire et sans aucune logique les thérapeutiques, parce que ça ne servira à rien, mais justement d'essayer de définir, de dégager une stratégie thérapeutique de manière à mettre en place le traitement le plus adapté aux patients. Donc je réponds là à une des questions que j'avais évoquées en début de live, à savoir que le traitement ne doit pas être stéréotypé, tous les patients diabétiques ne doivent pas avoir le même traitement, le traitement doit être personnalisé véritablement aux patients diabétiques. Donc si toutes les recommandations s'accordent pour dire que le traitement de première intention c'est la metformine, lorsqu'il faut ensuite intensifier le traitement, il va falloir tenir compte d'un certain nombre de critères, comme l'âge du patient, le poids du patient, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est le rapport entre le poids sur la taille au carré, l'existence ou non de maladies associées au diabète, l'existence déjà de complications cardiovasculaires ou rénales, et puis comme je vous le disais également, il va falloir s'adapter aux demandes et aux attentes du patient. Il est important de savoir qu'on peut lui donner les molécules qui nous semblent les plus efficaces possibles. Si le patient n'est pas partie prenante dans le traitement, s'il n'adhère pas à ce traitement, eh bien on va perdre nettement en efficacité. Voilà, donc je ne sais pas si les premières questions arrivent, je suis en train de faire défiler. Donc une première question de Florence qui me demande si les analogues du GLP-1 sont bien tolérés et s'ils permettent de faire perdre du poids. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les analogues du GLP-1, ce sont des médicaments destinés aux patients diabétiques de type 2 par voie injectable, par voie sous-cutanée, qui peuvent se faire soit de manière quotidienne, c'est par exemple le cas du Victoza, ou de manière hebdomadaire, c'est-à-dire une fois par semaine. C'est maintenant le cas des nouveaux analogues, à savoir le Trulicity et l'Ozempic. Alors ces médicaments sont dans l'ensemble relativement bien tolérés, mais ils peuvent entraîner néanmoins au départ, notamment en début de traitement, des troubles digestifs chez environ 10% des patients, à type de nausées, vomissements, qui la plupart du temps cèdent au fur et à mesure du traitement, mais qui peuvent perdurer et nécessiter à ce moment-là l'arrêt du traitement. C'est la raison pour laquelle on met en place notamment l'Ozempic de manière progressive, donc d'abord à 0,25 mg, puis à 0,5 mg avant de passer à 1 mg, pour améliorer la tolérance de ces médicaments.
Alors, ils sont particulièrement efficaces pour perdre du poids, puisque en moyenne, on a des pertes de poids de entre 3 et 5 kg avec ce type de médicaments. Alors, quelqu'un me confirme qu'effectivement, avec l'Ozempic, elle a perdu 5 kilos. Alors, quelqu'un me demande de parler du diabète LADA. Alors, on n'est pas tout à fait dans le thème du jour, mais ce qu'on appelle le diabète LADA, c'est le diabète de type 1 lent. C'est-à-dire que c'est un diabète qui survient chez un sujet de la cinquantaine, à peu près 40-50 ans, mais qui est en réalité non pas un diabète de type 2, mais un diabète de type 1. Ce qu'on appelle le diabète de type 1 lent. L'autre appellation du diabète LADA, c'est le diabète de type 1 lent. Donc c'est généralement des diabètes qu'on peut au départ traiter parfois par des comprimés, mais qui très rapidement vont nécessiter la mise en place d'un traitement par insuline. Alors, Brigitte me dit que les médecins parlent souvent du rapport bénéfice-risque des médicaments et elle veut que je lui explique de quoi il s'agit. Donc effectivement, quand on donne un traitement, on met en balance ce qu'on appelle le bénéfice que va tirer le patient du traitement, notamment en termes d'équilibre glycémique, donc de diminution de l'hémoglobine glyquée, en termes de perte de poids, en termes de qualité de vie, par rapport donc au risque que éventuellement on peut faire prendre aux patients en mettant en place ce type de traitement. Donc en général, les risques sont bien entendu limités, mais les risques, c'est les risques d'effets secondaires que l'on peut voir avec l'ensemble des médicaments qui contiennent notamment un principe actif. Voilà. Donc en général, lorsque le rapport bénéfice-risque est en faveur du bénéfice, et ben c'est là où on met en place le traitement. Si en revanche le risque est supérieur au bénéfice qu'on pourrait tirer de la mise en place d'un traitement, et ben en général on ne met pas en place ce traitement. Et ce rapport bénéfice-risque doit également être discuté en accord avec le patient, donc dans le cadre d'une décision médicale qui doit être partagée avec le patient. Alors, Marion me demande s'il est possible d'envisager un arrêt d'un traitement médicamenteux chez un patient diabétique de type 2 bien équilibré. Alors, c'est ce que je disais un petit peu en début de live. Je parlais de la deuxième idée reçue qui était de dire en mettant en place des règles diététiques adaptées, je vais pouvoir me passer de médicaments. Donc ça, je crois qu'il est important de combattre contre cette idée reçue parce que lorsque vous retardez ou que vous arrêtez un traitement qui marche bien chez un patient diabétique de type 2, eh bien, vous usez finalement prématurément les capacités résiduelles de votre pancréas. Et donc, vous risquez de passer beaucoup plus rapidement à l'insuline que si vous aviez justement mis en place un traitement ou gardé un traitement qui vous allait bien. Donc en général, si votre diabète est bien équilibré avec un traitement, c'est parce que justement, précisément, vous prenez ce traitement en association avec les règles diététiques. Donc il n'est pas logique de vouloir l'arrêter, parce que le diabète est généralement une maladie évolutive qu'on peut stabiliser, mais il est rare de pouvoir arrêter un médicament qu'on a mis en place au départ. Alors les seuls moments où on peut éventuellement envisager un arrêt ou un allègement du traitement, c'est quand le patient perd beaucoup de poids par le biais par exemple d'une chirurgie de l'obésité. Et là, effectivement, il arrive à retrouver une sécrétion résiduelle d'insuline. Et par ce biais-là, on peut effectivement envisager un arrêt ou en tout cas un allègement du traitement sous couvert d'un suivi rapproché. Mais en l'absence de chirurgie de l'obésité, il vaut mieux, quand on met en place un traitement, maintenir un traitement. Il est rare de pouvoir se passer d'un traitement quand, à un moment donné, on en a eu besoin.
Alors, David me demande ce que j'appelais, parce que le thème de la l'e-live, c'était traitement médicamenteux du diabète de type 2 au menu ou à la carte. Donc, ce que je voulais dire par là, c'était en gros, est-ce que le traitement médicamenteux du diabète de type 2 doit être considéré comme un menu standard qu'on va donner pour tous les diabétiques, donc sans considérer justement les différents critères dont j'ai parlé tout à l'heure, ou au contraire, est-ce qu'il faut mettre un traitement un peu à la carte, c'est-à-dire personnalisé au profil du patient. Donc c'est plutôt la deuxième, la deuxième option, à savoir un traitement personnalisé au profil du patient. Alors, il y a un certain nombre de questions que pour l'instant je passe parce que ça n'est pas en lien avec le thème du jour. Donc, je privilégie les questions en lien avec le thème. Marion me demande s'il y a des alternatives en cas d'intolérance à certains médicaments de type glucophage. Alors, comme je le disais tout à l'heure, bien entendu, il existe des alternatives au traitement par glucophage, heureusement d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, il y a actuellement 6 classes médicamenteuses disponibles en France par voie orale et 2 par voie injectable. Donc par voie orale, nous avons en premier lieu bien entendu ce qu'on appelle les biguanides, c'est-à-dire la metformine ou glucophage, qui est un médicament qui est généralement proposé en première intention. Parce que de par son ancienneté et son efficacité reconnue. Néanmoins, si on ne supporte pas ce traitement, il y a des alternatives. Donc des alternatives, ça peut être ce qu'on appelle les inhibiteurs des DPP4, hein, c'est-à-dire le Januvia ou le Galvus. Ça peut être également les nouveaux médicaments que l'on a maintenant à disposition, à savoir les inhibiteurs des SGLT2, commercialisés sous le nom de Forxiga. On a bien entendu nos sulfamides hypoglycémiants, le diamicron, l'amarel, etc. Les apparentés aux sulfamides hypoglycémiants que sont les glinides, c'est-à-dire le Novonorm. On a également, qu'on utilise quand même assez peu, les inhibiteurs des alpha-glucosidases type Glucor. Et puis donc par voie injectable, nous avons les analogues du GLP-1 et l'insuline. Donc vous voyez qu'il y a un grand nombre d'alternatives possibles en cas d'intolérance au glucophage. Le choix de cette alternative, comme je vous l'ai dit, se fera en fonction de l'âge du patient, en fonction de l'existence ou pas de complications cardiovasculaires, de complications rénales, en fonction évidemment de son poids, hein, puisque si le patient est obèse, et a fortiori a un indice de masse corporelle au-dessus de 32 ou 35, eh bien on aura tendance à privilégier un médicament qui va agir à la fois sur le diabète et sur le poids, comme les analogues du GLP-1 qui eux sont par voie injectable, ou les inhibiteurs du SGLT2, donc le Forxiga, qui a également un effet positif sur le poids et qui lui a l'avantage d'être disponible par voie orale. Alors, Elisabeth me dit qu'elle est sous The Creas. Alors le Creas, je rappelle à ceux qui ne le savent pas, c'est une association de metformine et de ce qu'on appelle un inhibiteur du DPP4, c'est-à-dire le Galvus. Donc cette patiente, donc Elisabeth, est sous œcréas matin et soir et glucophage aux doses maximales. Elle dit qu'elle fait du sport, qu'elle fait attention à son régime, mais que son hémoglobine glyquée continue à augmenter. Et elle se demande si l'Ozempic serait un médicament qu'on pourrait lui proposer en association avec les médicaments qu'elle a déjà en place. Et elle demande si d'autres analyses seraient à effectuer avant de mettre en place ce traitement. Donc, Elisabeth, je ne sais pas si vous êtes en surpoids ou obèse. Si c'est le cas, on pourrait vous proposer effectivement de l'Ozempic. Alors non pas en association avec le Creas, parce que on n'associe pas tellement le
les inhibiteurs des DPP4 avec les analogues du GLP1. C'est une association qui ne se fait pas. Donc à ce moment-là, il faudrait arrêter le créas, vous mettre du glucophage qui est quand même contenu dans le créas, donc matin et soir, en plus de votre glucophage à midi, et rajouter donc dans un premier temps de l'Ozempic à dose progressive, donc jusqu'à 1 mg par semaine, et refaire une hémoglobine glyquée à 3 mois pour savoir si avec cette modification de traitement, vous êtes dans l'objectif ou pas. Alors, je profite de cette question pour faire un aparté sur les objectifs d'hémoglobine glyquée. Vous savez que chez la plupart des diabétiques, l'objectif fixé, c'est 7%. Mais que néanmoins, il y a certaines nuances à faire en fonction du profil du patient. Donc si le patient a un diabète de type 2 nouvellement diagnostiqué avec une espérance de vie supérieure à 15 ans et qu'il n'a pas de complications cardiovasculaires particulières, on peut même pousser l'objectif d'hémoglobine glyquée à 6,5%. Si en revanche vous avez des comorbidités associées à votre diabète ou que l'espérance de vie est au-dessous de 10 ans, on va plutôt aller sur une hémoglobine glyquée à 8%, voire à 9% chez des patients vraiment âgés, dépendants, dont l'espérance de vie est faible. En cas d'insuffisance rénale également, on est moins strict sur l'hémoglobine glyquée. En tout cas, à partir d'une insuffisance rénale de stade 4 ou 5, on va plutôt être sur un objectif d'hémoglobine glyquée à 8% qu'à 7%. Donc à 7%, c'est jusqu'à des insuffisances rénales de stade 3. Et à partir du stade 4, c'est plutôt 8%. Donc vous voyez que l'hémoglobine glyquée, l'objectif d'hémoglobine glyquée, il est à adapter en fonction du profil du patient. Chez la femme enceinte, c'est également 6,5%. Mais dans l'immense majorité des cas, ça doit quand même rester 7%. Donc si à 3 mois, après cette modification thérapeutique, votre hémoglobine glyquée est à 7% ou au-dessous, ça veut dire que vous avez atteint l'objectif et que donc le traitement est efficace. Si malgré les modifications de traitement, votre hémoglobine glyquée reste au-dessus de l'objectif, eh bien il faudra encore intensifier votre traitement si toutefois les règles diététiques sont correctement suivies. Et à ce moment-là, on pourra éventuellement vous proposer en plus soit donc un inhibiteur du SGLT2 si votre fonction rénale est normale ou à peu près normale, soit un sulfamide hypoglycémiant ou un apparenté type glimide, c'est-à-dire le Novonorm. Avant donc d'envisager un passage à l'insuline. Donc vous voyez qu'il y a un grand nombre de possibilités chez vous si votre hémoglobine glyquée sous votre traitement actuel n'est pas dans les objectifs souhaités. Alors, Lionel me dit que au début de son diabète, il était sous metformine et diamicron et qu'ensuite il a développé une insuffisance rénale sévère et qu'on l'a traité uniquement par Novonorm. Ce qui a l'air de fonctionner puisque son hémoglobine glyquée est à 5,7%. Mais il dit que quand même il avait perdu beaucoup de poids également pendant cette période. Lionel, vous posez une question importante. Il est vrai que toutes les classes de médicaments ne sont pas utilisables en cas d'insuffisance rénale. Donc en cas d'insuffisance rénale, en tout cas, si votre clairance est inférieure à 30 ml par minute, il y a un certain nombre de médicaments que vous ne pouvez plus utiliser. Vous ne pouvez plus utiliser la metformine, vous ne pouvez plus utiliser les sulfamides hypoglycémiants, vous ne pouvez plus utiliser, excusez-moi, les inhibiteurs des DPP4, en tout cas à dose sinon tellement faibles qu'ils ne sont pas efficaces. Pour ce qui est des inhibiteurs des SGLT2, donc les nouveaux, le Forxiga, dès que la clairance est au-dessous de 60 ou en tout cas de 45 ml par minute, il ne faut pas utiliser ce type de traitement. Donc dans votre cas, effectivement, ce qu'on pouvait utiliser, c'est le Novonorm qui est utilisable jusqu'au stade de la dialyse. Les analogues du GLP1 sont utilisables jusqu'à une clairance de 15 ml par minute.
Et sinon, après, malheureusement, la seule chose qui reste, c'est l'insuline. Donc chez vous, sous nouveau normes, vous avez une hémoglobine glyquée à 5,7%, c'est très bien. Je pense que la perte de poids y est aussi pour beaucoup, puisqu'elle a dû certainement vous permettre d'obtenir un meilleur équilibre glycémique. Alors, Annick est diabétique de type 2, elle me demande si elle doit passer à la pompe. Elle se demande si ce traitement est adapté pour elle. Alors, votre question manque de précision dans la mesure où je ne sais pas par quoi vous êtes traité, je ne sais pas quelle est votre hémoglobine glyquée, donc j'ai trop peu de précision pour vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, on propose une pompe à un diabétique de type 2 lorsque, lorsque malgré un traitement oral maximum associé à une ou plusieurs injections d'insuline, le patient est en échec. Donc dans ce cas-là, si déjà le patient est sous insuline et qu'il est en échec, on peut effectivement lui proposer de passer à la pompe. Mais on ne propose pas une pompe à la découverte d'un diabète de type 2, ce serait totalement inadapté. Par contre, effectivement, chez des patients diabétiques de type 2 qui ont de fortes doses d'insuline, eh bien, le fait de passer à la pompe peut améliorer les choses puisque ça diminue en général de 20% les besoins en insuline. Donc en général, les diabètes de type 2 qui sont concernés par la pompe, c'est des diabètes de type 2 qui sont déjà sous insuline. Alors, Annick me demande à quel moment de mon diabète je dois passer sous insuline. Donc c'est une question très importante, effectivement, puisque la question se pose lorsque sous traitement oral maximum, votre hémoglobine glyquée n'est pas dans l'objectif souhaité. Donc si l'hémoglobine glyquée n'est pas dans l'objectif souhaité parce que vous ne respectez pas correctement les règles diététiques ou que vous ne prenez pas correctement votre traitement, ce n'est pas l'insuline qui va régler le problème. Donc ça veut dire que c'est encore prématuré de passer à l'insuline. Si en revanche vous êtes à un moment où malgré tous les efforts diététiques, l'activité physique que vous faites et malgré un traitement bien suivi, un traitement oral maximum bien suivi, vous avez une hémoglobine glyquée au-dessus de l'objectif, c'est là que se pose le passage à l'insuline. En général, le patient a tendance à perdre du poids, à être fatigué, parfois il se met à uriner, à boire beaucoup, et ça peut être des signes d'alerte pour dire qu'il y a un manque d'insuline qui nécessite à ce moment-là le passage à l'insuline, d'abord en association avec les comprimés, puis ensuite, on va arrêter les comprimés, en tout cas ceux qui stimulent le pancréas qui est à sec, et à ce moment-là, on va, si besoin, intensifier le traitement insulinique, voire passer à un traitement par pompe à insuline, comme la question qui m'était posée tout à l'heure. Alors, Abdel me pose une question sur l'insuline par voie orale. Alors effectivement, il y a une étude qui a suscité beaucoup d'espoir, qui est une gélule d'insuline en fait, qui va se fixer sur la muqueuse gastrique et délivrer en fait de l'insuline qui va être absorbée par le tube digestif. Sans être ainsi détruit par les enzymes gastriques. Donc effectivement, ces études ont ont suscité beaucoup d'espoir. Il faut encore une confirmation. Donc pour l'instant, pas d'insuline par voie orale disponible en 2020, uniquement dans le cadre d'études cliniques. Quelqu'un me pose une question qui n'est pas en rapport avec le thème, donc je passe pour l'instant.
Alors, Nordine me demande jusqu'à quand on peut tenir le régime alimentaire avant d'instaurer un traitement médicamenteux. Donc, lorsque l'on vous découvre un diabète, on dose ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, l'HbA1c. Pour la plupart des patients diabétiques de type 2, l'objectif d'hémoglobine glyquée c'est 7%, voire même 6,5% si le diabète est débutant, en cas de diabète débutant sans comorbidité associée. Donc on démarre généralement par 3 mois de règles hygiéno-diététiques. Et si au bout des 3 mois de règles hygiéno-diététiques, votre hémoglobine glyquée est au-dessus de l'objectif souhaité, c'est là où on va instaurer un traitement médical. Donc je dirais que vous pouvez garder le régime alimentaire tant qu'avec le régime alimentaire seul et la diététique et associée à l'activité physique, vous arrivez à maintenir une hémoglobine glyquée inférieure ou égale à 7%. Si ça dépasse, c'est là où il faut introduire des médicaments. Mokebi me demande, il me dit qu'il est diabétique depuis 2015 au régime alimentaire, qu'il a une glycémie, une hémoglobine glyquée équilibrée. Il me demande s'il doit prendre des médicaments. Donc je vous l'ai dit, hein, si avec la diététique et une activité physique adaptée, votre hémoglobine glyquée est au-dessous de 7%, il n'y a pas lieu de mettre en place un traitement médicamenteux. Mais malheureusement, chez la plupart des patients, au bout de quelques mois, l'hémoglobine glyquée passe au-dessus de l'objectif, passe au-dessus de 7%, et à ce moment-là, il faut introduire un médicament. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de vouloir à tout prix retarder le moment de mettre des médicaments et de garder des hémoglobines glyquées à 7,5, 8%, 9%, en se disant je tiens avec le régime. Non, vous ne tenez pas, puisque si l'objectif d'hémoglobine glyquée n'est pas respecté, eh bien il y a un risque majeur de faire des complications du diabète. Alors, Annick me dit qu'elle est diabétique de type 2, que ses glycémies sont toujours très hautes après les repas. Elle demande ce que je lui conseille. Alors, ce qui est important, si vos glycémies sont élevées 2 heures après le repas, c'est de regarder également votre hémoglobine glyquée, puisque ce n'est pas en termes de glycémie après les repas qu'on juge de la nécessité ou pas d'intensifier le traitement, mais comme je vous l'ai dit, sur l'hémoglobine glyquée. Donc si ces glycémies élevées après les repas entraînent une hémoglobine glyquée au-dessus de l'objectif, il va falloir intensifier le traitement. Si en revanche vous avez des glycémies 2 heures après les repas un peu hautes, mais qu'après ça descend très bien et qu'à l'arrivée votre hémoglobine glyquée est dans l'objectif, il n'y a pas lieu de modifier forcément le traitement. Ce qu'on peut quand même vous conseiller, c'est éventuellement au moment où la glycémie postprandiale est la plus élevée, donc soit le matin, soit l'après-midi, je ne sais pas ce qui est le cas chez vous, vous pourriez peut-être faire de l'activité physique pour faire baisser votre glycémie. Alors, Nabil me dit qu'il est diabétique de type 1 et qu'il a 44 ans et que son collègue de travail, qui lui a 45 ans, est diabétique de type 2. Pourquoi cette différence? Alors, le diabète de type 1, on ne va pas revenir sur on les a déjà largement définis lors des différentes e-live, mais un diabète de type 1, c'est pas la même chose qu'un diabète de type 2. Donc, même si vous avez le même âge, vous n'avez peut-être pas été diabétique au même âge, justement. Et quand bien même vous auriez été diabétique au même âge, eh bien, comme on l'a dit en début de live, il existe ce qu'on appelle des diabètes de type 1 lent, c'est-à-dire des diabètes qui surviennent vers l'âge de 40-45 ans, qui au départ donnent l'impression qu'il s'agit de diabète de type 2, et en fait il s'agit de diabète de type 1. On s'en aperçoit parce que ce sont des sujets en général qui sont plus minces que les patients diabétiques de type 2 habituels, et puis qui très rapidement nécessitent un passage à l'insuline.
Alors, Boubou me dit qu'il prend du glucophage 1000 qui vient d'être associé au Galvus. Il se demande, il dit que depuis qu'on a associé le glucophage au Galvus, il a l'impression que son glucophage n'est plus efficace. Et il se demande si c'est cette association qui peut rendre le glucophage inefficace. Donc la réponse est non, hein, que le glucophage soit pris seul ou en association avec une autre molécule incluse dans le médicament. Cela n'altère absolument pas l'efficacité du glucophage. Il y a un certain nombre de médicaments à base de metformine ou de glucophage qui sont en association avec d'autres médicaments. On a le Créas, on a le Janumette, on a maintenant ce qu'on appelle le Xic Duo, qui est une association de metformine et de Forxiga. Et en aucun cas, l'efficacité de la metformine est altérée par l'association des deux médicaments. Au contraire. Alors, Ben Turki me dit que sa clairance est à 58 avec des protéines dans les urines. Il se demande s'il doit arrêter la metformine. La réponse est non. La metformine ne doit être interrompue que lorsque la clairance de la créatinine est inférieure à 30 ml par minute. Ce qu'il faut quand même faire lorsque la clairance est entre 30 et 60, c'est parfois un ajustement de la metformine. Autrement dit, ne pas prendre la dose maximum qui est de 3 grammes, mais plutôt de se limiter à un maximum de 2 grammes par jour, voire un peu moins quand la clairance commence à diminuer franchement et à être proche donc de 30 ml par minute. À partir de 30 ou au-dessous, là oui, il est impératif d'interrompre le traitement. Ce qui est important chez vous, si vous avez des protéines dans les urines, c'est de bien regarder l'équilibre de votre diabète, parce que la metformine, je ne sais pas si vous la prenez seule ou en association avec d'autres médicaments, mais la metformine seule est peut-être trop juste pour assurer un bon équilibre de votre diabète. Donc ça, j'aurais besoin de plus de renseignements sur votre dossier. Alors, Ahmed me demande quel est l'objectif d'hémoglobine glyquée chez un insuffisant rénal dialysé. La réponse est que l'hémoglobine glyquée ne doit pas être trop élevée, bien entendu, mais elle ne doit pas non plus être trop stricte. Autrement dit, il est important de partir plutôt sur un objectif de 8%. Si on n'arrive pas à obtenir mieux, ou si on obtient mieux uniquement en provoquant des hypoglycémies. C'est-à-dire que si on vous donne des thérapeutiques qui vous donnent des hypoglycémies, il est préférable que de vous maintenir à 8% plutôt que de vouloir être à 7%, mais au prix d'hypoglycémies importantes. Chez quelqu'un qui a des comorbidités, donc notamment une insuffisance rénale avec en dialyse, il est important d'éviter de faire des hypoglycémies trop fréquentes. Donc c'est la raison pour laquelle on remonte un peu l'objectif d'hémoglobine glyquée plutôt à 8% chez un insuffisant rénal sous dialyse. 7% si on ne fait pas d'hypoglycémie, mais si c'est pour faire des hypoglycémies, autant remonter un peu l'objectif plutôt à 8%. Voilà. Donc j'ai des questions sur la neuropathie. On abordera ce thème puisque manifestement ça intéresse et ça concerne pas mal de patients qui nous suivent. Mais pour l'instant je passe puisqu'il ne s'agit pas du thème d'aujourd'hui. Isa me dit qu'elle est diabétique de type 2, qu'elle est à plus de 300 unités de Tresiba. Elle me demande si la pompe serait la bienvenue. Et elle dit qu'en plus elle a de la metformine le matin et 2 metformines le soir. Donc Isabelle aborde un problème important qui est celui de l'insulinorésistance chez le patient diabétique de type 2. Alors, lorsque l'on passe un patient diabétique de type 2 sous insuline, on n'a malheureusement aucune garantie que cette insuline va
va permettre d'obtenir un équilibre glycémique satisfaisant à cause de ce problème de résistance à l'insuline. Donc parfois on cède un certain nombre de médicaments pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Ces médicaments, c'est la metformine effectivement, ça peut être aussi les analogues du GLP-1 qui par le biais d'une perte de poids peuvent permettre d'améliorer donc la tolérance, la sensibilité à l'insuline. Mais effectivement, chez certains patients, malgré toutes ces adaptations, eh bien, on n'arrive pas à obtenir un équilibre glycémique ou alors au prix de doses extrêmement élevées. Et c'est là effectivement que la pompe peut revêtir tout son intérêt, puisque lorsque l'on a, par une pompe externe d'insuline, on infuse de manière continue de l'insuline à un patient diabétique de type 2, c'est quand même plus efficace que par le biais d'injections discontinues. Et donc on peut par ce biais-là permettre de faire baisser la quantité d'insuline d'environ 20% et d'améliorer l'hémoglobine glyquée. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une étude qui a été faite chez plus de 300 patients diabétiques de type 2 qui avaient de fortes doses d'insuline sous multi-injection et qui ont nettement amélioré leur équilibre et diminué leur dose et leurs besoins en insuline en passant à la pompe à insuline. Alors, Laurent Parmentier me dit qu'il a il est diabétique de type 2, il prend 42 unités de Xultophy, donc pour ceux qui ne le savent pas, le Xultophy c'est une association de Tresiba et de Victoza, autrement dit d'un analogue du GLP-1 et d'une insuline ultra lente. Il me dit que l'hémoglobine glyquée est à 6,2%. Il me demande si c'est possible de passer au nouveau traitement Xic Duo. Alors, je ne sais pas depuis quand vous êtes diabétique, ni depuis quand vous êtes sous insuline. Néanmoins, si votre hémoglobine glyquée est à 6,2% et que, a fortiori, vous êtes obèse ou au moins en surpoids, il pourrait être effectivement intéressant de tenter, si votre fonction rénale est normale, un traitement par le nouveau antidiabétique oral qui est que sont les inhibiteurs des SGLT2, donc le Forxiga ou Xic Duo. Le Xic Duo, c'est le Forxiga associé à la metformine. Chez certains patients, on a même pu effectivement arrêter l'insuline grâce à l'association de metformine, d'analogue du GLP-1 et d'analogue du SGLT2 chez certains patients. Alors dans ces cas-là, on est hors AMM, c'est-à-dire puisque les analogues du SGLT2 n'ont pas forcément l'indication en association avec les analogues du GLP-1, mais ça fonctionne très bien. Donc nous, on est parfois amené à traiter les patients de cette façon. Donc oui, ce serait peut-être possible, mais il faudrait que je connaisse mieux votre cas précis. Alors, Huguette me dit qu'elle est sous 3 injections d'insuline rapide, plus de l'insuline lente le soir. Donc, c'est ce qu'on appelle un schéma de type basal-bolus. Et elle me dit que si son diabète est en dessous de 1,50, elle se demande si elle doit faire son insuline. Alors, la réponse est oui. Il est important de réagir plutôt en amont qu'en aval. C'est-à-dire, il est important en fait de maintenir une dose d'insuline, y compris lorsque vos glycémies sont normales, puisque l'insuline va agir évidemment après que vous l'ayez faite. Et donc, si votre diabète est dans l'objectif entre 0,80 g et 1,30 g par exemple, et que vous vous dites bon mais c'est bon, la glycémie est bonne, je ne fais pas mon insuline rapide, et ben c'est là où à midi vous allez vous retrouver haute. Donc on voit souvent ce réflexe chez nombre de nos patients et ça entraîne vraiment un déséquilibre, une inefficacité de leur traitement par insuline parce que du coup à midi ils vont être élevés à 3 grammes, donc là ils vont faire une dose plus forte d'insuline rapide qui peut les exposer à des hypoglycémies et donc ils agissent en aval au lieu d'essayer d'agir en amont du problème. Donc si votre diabète est
bien le matin entre 0,80 g et 1,30 g, il faut quand même faire de l'insuline rapide, moins que si votre glycémie était beaucoup plus élevée, mais il faut en faire pour éviter que vous soyez trop haute à midi. Lucie me dit qu'elle est sous Ozempic et metformine 3 fois par jour, plus des mesures diététiques et de la marche, ce qui est très bien, et que son hémoglobine glyquée est à 5,4%. Elle me dit intervalle non diabétique. Alors ça, c'est une erreur à ne pas faire. Il faut savoir que l'hémoglobine glyquée, c'est un paramètre de suivi du diabète et non pas un paramètre de diagnostic de diabète, d'une part, et que d'autre part, il n'y a pas d'hémoglobine glyquée normale ou normale chez un patient diabétique. On ne sait pas quelle est la valeur normale, y compris d'ailleurs chez un non-diabétique, on ne sait pas. On sait qu'elle est quelque part entre 4 et 6%, mais on ne sait pas exactement. Voilà. Donc si votre hémoglobine glyquée est à 5,4%, peut-être faudrait-il, pourquoi pas, éventuellement alléger votre traitement antidiabétique, mais certainement pas l'arrêter, parce que ça veut dire que votre diabète est très bien équilibré, voire trop bien équilibré, mais ça ne veut surtout pas dire que vous n'êtes plus diabétique. Voilà. Donc ça, c'est très important de bien recevoir ce message. L'hémoglobine glyquée, c'est un paramètre de suivi, c'est pas un paramètre pour dire je suis diabétique ou je suis diabétique et ou je suis plus diabétique. Alors Régé me demande l'indicateur sur l'analyse qui permet de dire si on doit passer à l'insuline. Donc l'hémoglobine glyquée est au-dessus de l'objectif, alors que vous êtes sous traitement oral maximum et que vous avez une diététique, une activité physique adaptée, c'est une indication à passer sous insuline. L'autre indicateur, il est plus clinique, c'est-à-dire que si vous avez tendance à perdre du poids, si vous avez tendance à être fatigué, à avoir envie d'uriner, à avoir soif, ça peut être aussi des indicateurs qu'il y a un manque d'insuline et qu'il faut passer donc à l'insuline. Lucie, d'accord, me dit qu'elle prend de l'Ozempic depuis 1 an. Baldé veut une explication détaillée sur la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Bon, donc je reviens sur des choses qui ont été déjà dites. Le diabète de type 1, c'est un diabète qui concerne une minorité de patients diabétiques, à peu près 10% de notre population de diabétiques. C'est essentiellement des sujets jeunes, minces, et c'est dû à une destruction des cellules de votre pancréas qui fabriquent l'insuline, qu'on appelle les îlots de Langerhans, par des substances qu'on appelle des anticorps qui détruisent vos cellules pancréatiques. Donc c'est un diabète qui nécessite d'emblée de l'insuline et dont l'origine est en partie héréditaire. Et puis il y a d'autres mécanismes qu'on n'a pas encore mis à jour. Si, on ne sait pas si l'origine est virale. On a différentes hypothèses sur, sur ce qui pourrait expliquer pourquoi tout d'un coup le système immunitaire se dérègle et pourquoi notre corps se met à fabriquer tout d'un coup des anticorps dirigés contre nos cellules pancréatiques. Si le diabète de type 2, c'est tout autre chose, hein, c'est un diabète qui survient plutôt chez le sujet de la cinquantaine voire soixantaine, un sujet qui est en surpoids ou obèse dans plus de 75% des cas, et c'est un diabète qui là lui aussi a une partie héréditaire, mais une partie également environnementale, c'est-à-dire acquise, due donc essentiellement au surpoids et à l'obésité, à une alimentation plutôt déséquilibrée et une sédentarité importante. Donc le diabète de type 1 va nécessiter d'emblée, comme je vous l'ai dit, de l'insuline, alors que le diabète de type 2, au départ, le premier traitement, ce sera les règles hygiénodététiques, avec ensuite, associé aux règles hygiénodététiques, des comprimés, et à un moment donné, lorsque ce sera nécessaire, de l'insuline. Alors, Arfan me demande, en cas d'insuffisance cardiaque, ce qu'on peut donner comme antidiabétique oraux, enfin antidiabétique.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle classe d'antidiabétiques qui a été mise sur le marché, donc les inhibiteurs du SGLT2, ont une efficacité redoutable sur l'insuffisance cardiaque, si bien que les cardiologues ont failli avoir l'autorisation de mise sur le marché pour l'insuffisance cardiaque avant même que de la mise sur le marché pour le diabète. Donc un patient diabétique insuffisant cardiaque, s'il a une fonction rénale normale, il doit être, à mon avis, mis rapidement sous inhibiteur du SGLT2, donc Forxiga. Les analogues du GLP1 ont également une efficacité sur notamment les complications cardiovasculaires, donc la cardiopathie ischémique. Et après, la metformine, en revanche, lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque sévère, va être contre-indiquée. Les inhibiteurs des DPP4 sont neutres par rapport à l'insuffisance cardiaque. Les sulfamides hypoglycémiants, en général, il vaut mieux éviter en cas de problème cardiovasculaire important, du fait du risque. Ben Arbia me demande si on peut réduire ou arrêter les traitements après avoir équilibré le traitement pendant avoir équilibré le diabète pendant longtemps après une longue durée de traitement. J'ai déjà répondu à cette question. La réponse est pas souvent. Hein. Je l'ai dit, hein, généralement le diabète est une maladie évolutive, donc il est rare de pouvoir revenir en arrière, sauf si on arrive à perdre du poids de manière significative, par exemple par une chirurgie de l'obésité, où là on peut même parfois obtenir une rémission de plusieurs années du diabète. Mais dans les autres cas, il est rare quand même de pouvoir réduire ou encore moins arrêter un traitement après une longue durée de traitement. Mimouna me demande si l'Ozempic peut être donné pour un patient diabétique de type 2. Donc ça s'adresse bien entendu et d'ailleurs essentiellement aux patients diabétiques de type 2 puisque les analogues du GLP1 ne sont pas recommandés chez les patients diabétiques de type 1. L'Ozempic, donc l'analogue du GLP1, doit être donné chez un diabétique de type 2, a fortiori s'il est en surpoids ou obèse, de par son effet positif à la fois sur le poids et sur le diabète. Et puis il y a des études de sécurité cardiovasculaire qui ont également montré son effet bénéfique sur le risque cardiovasculaire de l'Ozempic ou du Victoza. Annick me dit que son conjoint diabétique de type 2 est en surpoids, qu'il a des complications cardiaques liées à son diabète. Elle demande ce qu'on peut lui conseiller. Bah, le conseil, alors je ne sais pas quel est le traitement de votre conjoint, Annick, je n'ai pas plus d'explications sur les complications cardiaques. Est-ce qu'il s'agit de complications ischémiques? Est-ce qu'il y a une insuffisance cardiaque? Donc là, c'est vraiment assez vague. Ce que l'on peut en tout cas conseiller à votre conjoint, c'est d'arriver à équilibrer son diabète avec un objectif d'hémoglobine glyquée qui va tenir compte quand même de son âge et de l'existence quand même de ses complications, en évitant en particulier le risque hypoglycémique qui peut aggraver à la fois les complications cardiaques mais aussi les complications au niveau oculaire. Alors Mohamed me dit que sa glycémie à jeun ne dépasse pas les 1 g alors que son hémoglobine glyquée avoisine les 7,45. Donc c'est une bonne question Mohamed. Il y a souvent effectivement une discordance entre la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée, dû au fait que parfois ce sont les glycémies après les repas qui montent et pas forcément la glycémie à jeun. Donc c'est important lorsque sa glycémie à jeun est bonne de quand même la confronter à son hémoglobine glyquée, et quand il y a comme chez vous une discordance, de vérifier par des contrôles de glycémie capillaire après les repas
qui probablement explique cette dissociation entre une glycémie à jeun qui est correcte et une glycémie, des glycémies le reste de la journée qui doivent l'être moins, puisque votre hémoglobine glyquée est élevée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si votre glycémie à jeun est à 1 g, mais que votre hémoglobine glyquée est à 7,45, c'est l'hémoglobine glyquée qui doit primer. Et donc, ça veut dire que vous êtes probablement au-dessus de votre objectif et qu'il faut, même si votre glycémie à jeun est bonne, probablement intensifier, en plus des règles hygiéno-diététiques, intensifier probablement le traitement médicamenteux. Alors, Abdel Majib me demande si une femme qui allaite doit passer à l'insuline. Alors, c'est une bonne question. On n'a pas beaucoup parlé de la femme enceinte aujourd'hui. Alors, déjà, en termes d'objectifs, les objectifs sont plus stricts chez la femme enceinte. Hein. C'est plutôt une hémoglobine glyquée à 6,5% et des objectifs à jeun également plus stricts, puisque en général, on demande à une femme enceinte qui est diabétique d'avoir une glycémie à jeun entre 0,75 et 0,95 et de ne pas dépasser 1,20 g 2 heures après les repas. Donc, chez une femme enceinte, tous les antidiabétiques oraux, tout ce qui n'est pas de l'insuline en fait, n'est pas recommandé. Et pour la femme donc enceinte et allaitante. Donc effectivement, une femme qui allaite doit rester sous insuline jusqu'à la fin de l'allaitement. Et après l'allaitement, on pourra évidemment lui reproposer un traitement autre si c'est possible. Alors, Mourad me dit qu'il est diabétique de type 2 depuis 7 mois avec une hémoglobine glyquée à 11%, sous glucophage 850, 2 comprimés par jour, et que maintenant il a une hémoglobine glyquée à 4,7 parce qu'il a perdu beaucoup de poids. Il se demande s'il peut arrêter le glucophage et rester sous régime seul. Donc là, vous avez effectivement un diabète très récent, hein, puisque vous dites que vous êtes diabétique depuis seulement 7 mois. Je pense que si votre hémoglobine glyquée est passée de 11 à 4,7%, c'est effectivement grâce probablement à votre prise de conscience et donc aux efforts diététiques et d'activité physique que vous avez réalisés, mais c'est aussi grâce à l'effet du glucophage 850. Donc ce que je vous conseillerais, c'est éventuellement de commencer à diminuer le traitement, peut-être à 500 2 fois par jour, voire 500 une seule fois par jour. Et si votre hémoglobine glyquée reste carrément au-dessous de l'objectif, qui est plutôt de 6,5 chez vous, malgré la baisse du traitement, effectivement, on peut pourquoi pas tenter un régime seul. Néanmoins, si avec le régime seul, votre hémoglobine glyquée remontait au-delà de l'objectif souhaité, qui est donc de 6,5% ou 7%, je ne connais pas vos antécédents, dans ce cas-là, il faudra reprendre de manière indiscutable un traitement par metformine. D'autres questions encore sur les neuropathies, la rétinopathie, je passe puisque ça ne concerne pas l'ordre du jour. Lofty me dit que son diabétologue lui a conseillé d'associer de l'insuline rapide et de la Lantus avec du Victoza. Elle est à 8% d'hémoglobine glyquée et son poids est à 100 kg. Donc effectivement, l'association du Victoza peut être intéressante puisqu'elle permet souvent une perte de poids. Ce qu'on pourrait éventuellement associer à votre traitement si vous n'avez pas de contre-indication ou d'intolérance, c'est de la metformine qui permet souvent de diminuer les doses d'insuline. Et puis, pourquoi pas, vous conseillez également un inhibiteur du SGLT2, le Forxiga, qui également a un effet bénéfique sur le poids, si vous n'avez pas de contre-indication particulière, pas d'insuffisance rénale. Donc encore quelqu'un qui me dit qu'il est diabétique de type 2, il a 40 ans, il demande s'il n'y a pas moyen d'arrêter les médicaments. Donc on en revient toujours à cette
ce désir comme ça d'interrompre les médicaments. Je crois que il est important de ne pas considérer que les médicaments sont déjà un signe d'évolution vers une maladie plus grave. Comme je vous l'ai dit, c'est précisément le contraire. C'est en associant les bons médicaments à vos règles d'hygiéno-diététique que vous parviendrez au meilleur équilibre et à éviter les complications du diabète. Idriss me dit qu'elle est diabétique de type 2. Elle se demande si elle peut prendre de l'aspirine. Donc là encore, c'est pas en lien direct avec le thème du jour. Je répondrai à Idriss que oui, l'aspirine n'est absolument pas contre-indiquée avec le diabète. Donc après, il reste à savoir pour quelles raisons il prend de l'aspirine, mais si elle lui a été prescrite par son cardiologue, il faut bien entendu qu'il maintienne ce traitement. Alors Isa, donc, qui était la personne qui avait plus de 300 unités de Tresiba, elle me dit qu'elle n'a pas de rendez-vous avant novembre, mais elle se demande si c'est dangereux d'avoir des doses aussi importantes. Alors je dirais que c'est plus inutile que dangereux. C'est-à-dire qu'au bout je dirais qu'à 300 unités d'insuline, ça veut certainement dire que votre insuline n'est pas ou plus efficace chez vous. Alors ça peut être dangereux dans le sens où si par ailleurs vous avez notamment des lipodystrophies, c'est-à-dire des petites boules qui peuvent justement apparaître sous la peau quand on injecte des fortes doses d'insuline toujours au même endroit, eh bien, il peut y avoir un risque quand même hypoglycémique non négligeable. Donc c'est important de ne pas maintenir un traitement avec des doses d'insuline aussi importantes aussi longtemps, à mon sens. Voilà. Donc peut-être demander un rendez-vous plus rapide parce que vraiment ces doses me semblent aussi inutiles que dangereuses. Alors, Ahmed elle me demande si un diabétique de type 2 sous ADO qui est atteint par le Covid, s'il faut le mettre sous insuline. Donc la réponse est non. Si sous antidiabétique oral, le diabète reste bien équilibré, il n'y a aucune indication à passer à de l'insuline. Le passage à l'insuline se justifierait essentiellement si le diabète était déséquilibré, parce qu'effectivement le déséquilibre du diabète peut aggraver l'infection Covid. Alors Leïla qui me pose une question sur la diététique, ce n'est pas le thème du jour, je vous renvoie aux e-live précédentes que vous pouvez retrouver sur notre site ou notre page Facebook. Alors Pierre me demande s'il peut associer l'Ozempic et la metformine à la place de Onglyza et Dianicron pour le traitement de son diabète. Alors Pierre, je ne sais pas si... est-ce que vous pouvez associer? La réponse est oui, vous pouvez associer Ozempic et metformine. Reste à savoir si cette association est indiquée chez vous à la place du traitement que vous prenez, à savoir Onglyza et Dianicron. Donc tout dépend, ça dépend de différents paramètres. Ça dépend, je dirais, du poids que vous faites. Si vous êtes en surpoids ou obèse, il pourrait effectivement être intéressant de remplacer l'Onglyza par de l'Ozempic. Si en revanche votre poids est strictement normal, vous n'avez pas beaucoup d'intérêt, en tout cas en termes de perte de poids, de prendre de l'Ozempic. Voilà, ça va dépendre également de l'ancienneté de votre diabète. Donc si vous êtes sur un diabète assez ancien avec des troubles de la sécrétion en insuline, il n'est peut-être pas logique d'aller arrêter le Dianicron qui est justement un insulinosécréteur qui stimule votre pancréas. Voilà, donc associer l'Ozempic à la metformine, c'est possible.
remplacer le traitement que vous avez actuellement par cette association, je dirais que ça dépend du profil qui est le vôtre. Voilà. Donc si vous êtes en poids normal et que vous avez un diabète évoluant depuis assez longtemps, je ne serais pas tellement favorable à ce type de substitution. Alors, Boalem me dit qu'il a 45 ans, qu'il est diabétique de type 2, qu'il prend du glucophage 1000 et que sa glycémie à jeun est à 1,89. Si votre glycémie à jeun est à 1,89, ça laisse penser que votre hémoglobine glyquée n'est pas dans l'objectif souhaité. Autrement dit, il faudrait certainement intensifier votre traitement antidiabétique. Voilà, donc pour le confirmer, il faut réaliser une hémoglobine glyquée. Si votre hémoglobine glyquée est au-dessus de l'objectif souhaité, donc la plupart du temps 7%, il faudra envisager d'associer le glucophage à une autre molécule. Fania me demande par quel autre médicament on peut remplacer la metformine. Elle me demande si on peut le remplacer par son générique. Alors il faut savoir que la metformine c'est déjà un générique, c'est le générique du glucophage. Donc si vous ne supportez pas le glucophage, ça ne sert à rien d'aller prendre son générique qui en plus est généralement parfois encore moins bien toléré. Donc vous pouvez remplacer ce médicament, je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de choix possibles. Vous avez, tout dépend de votre profil, j'en reviens toujours à la même chose. Si vous êtes en surpoids ou obèse, il faut privilégier un médicament agissant favorablement sur le poids. Il y en a deux, soit un analogue du SGLT2, donc le Forxiga 10, qui en général fait perdre en moyenne 2 kg, 2 à 4 kg. Si par contre, et l'autre possibilité étant les analogues du GLP1, donc le Victoza ou alors les formes hebdomadaires, c'est-à-dire le Trulicity et l'Ozempic, qui eux sont efficaces sur le diabète, très efficaces sur le diabète, et qui font perdre même un peu plus de poids que les inhibiteurs du SGLT2. Si en revanche votre poids est normal, vous pouvez remplacer la metformine par un inhibiteur de la DPP4, par exemple du Januvia ou du Galbus. Et puis éventuellement, sinon vous pouvez prendre un sulfamide hypoglycémiant ou un apparenté comme le Novonorm, mais qui eux vont vous exposer à un risque d'hypoglycémie. Donc il faudra à ce moment-là être plus vigilant et surveiller vos glycémies pour vous assurer de l'absence d'hypoglycémie sous ce traitement. Ahmed me demande s'il y a du nouveau sur le glucagon par voie nasale. Donc la réponse est oui. On attend la commercialisation du glucagon intranasal en remplacement du glucagon qu'on utilisait en injection en cas d'hypoglycémie sévère avec des troubles de la conscience qui ne permettaient pas le resucrage par voie orale. Abdel Madij me demande de metformine et allaitement en général. La metformine en tout cas n'a pas l'AMM en cas d'allaitement, donc il vaut mieux attendre la fin de l'allaitement pour reprendre de la metformine. Fatima me demande est-ce que la prégabaline peut influencer une glycémie. Alors la prégabaline, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle le Lyrica, c'est-à-dire un médicament que l'on donne dans le traitement de la neuropathie diabétique, qui n'a pas en général d'effet négatif sur la glycémie. Alors Fania me dit bonne guérison à tous, donc je pense que c'est de l'humour, un humour qui n'est pas forcément de meilleur goût, parce que, comme je vous l'ai dit, le diabète de type 2 se traite, mais il ne se guérit pas dans le sens où vous ne pouvez pas arrêter un traitement du diabète sans suivi vraiment très strict, parce que quand on est diabétique, on le reste, il peut se mettre en veilleuse, mais on ne peut pas guérir du diabète.
En revanche, on peut guérir du risque de faire des complications en ayant le meilleur équilibre glycémique possible. Alors, Asma me parle d'adaptation des doses chez un diabétique de type 1. Là aussi, je passe, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Je réponds en priorité aux questions d'aujourd'hui. Alors, il y a des questions un peu trop vagues. Zora qui me dit que sa mère est diabétique depuis plusieurs années, que sa glycémie à jeun est presque tous les jours à 2 grammes. Elle se demande comment l'aider pour avoir une glycémie plus appropriée. C'est très difficile de lui répondre sans connaître le traitement de cette personne. Ce qui est sûr, c'est que la metformine a un effet tout particulier sur la glycémie à jeun, puisque la metformine, comme je vous le rappelle, est un médicament qui empêche la fabrication de sucre par le foie lorsque vous dormez. Et donc, en fait, la glycémie à jeun, c'est le reflet de la production de sucre par le foie le matin au réveil à jeun. Donc, si vous prenez de la metformine, vous diminuez cette fabrication de sucre et donc vous améliorez votre glycémie à jeun. Yacine demande s'il n'est pas préférable d'introduire de l'insuline pour préserver le pancréas chez un type 2. Alors, il n'y a aucun intérêt à introduire de l'insuline en début de traitement ou lorsque cela n'est pas nécessaire, dans la mesure où le pancréas continue de fonctionner. Par contre, il faut effectivement l'aider à continuer à fonctionner à peu près correctement. Et pour l'aider, il ne s'agit pas de mettre de l'insuline qui se substituerait finalement à sa fonction, mais de rendre d'une part notre corps plus sensible à l'action de l'insuline par ce qu'on appelle des insulinosensibilisants. Je parle de la metformine ou du glucophage qui améliore notre sensibilité à l'insuline. Et puis, sinon, en utilisant des médicaments qui vont stimuler au niveau du pancréas la fabrication d'insuline. Alors, Camiliano me demande la place de la GPO dans l'installation du traitement chez un patient diabétique de type 2. Il n'y a plus de place de la GPO. Actuellement, le diabète se diagnostique sur une glycémie à jeun. Un diabète, c'est une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g le matin au réveil à jeun recontrôlé. Et donc, il n'y a quasiment plus de place pour la GPO. Donc, c'est des choses qu'on ne fait plus. Les seules indications des AGPO, c'est chez les femmes enceintes pour diagnostiquer un diabète gestationnel, c'est-à-dire un diabète de grossesse. Alors, il y a beaucoup de patients là qui parlent de problèmes sexuels. Je vous rappelle qu'on a fait un e-live sur diabète et sexualité et je vous propose de vous y référer. Fatima me dit que donc, sa maman est diabétique et qu'elle prend de la prégabaline, donc du Lyrica à 150 mg. Elle demande si les hyperglycémies sont dues à ça. La réponse est non. Je l'ai dit, la prégabaline n'a pas d'effet négatif sur les glycémies. Donc il n'y a aucune raison que la prégabaline soit impliquée dans le déséquilibre du diabète de votre maman. Alors, Mchezi Mohamed me demande quel est l'avantage de la metformine par rapport aux inhibiteurs de la DPP4. Donc les avantages sont multiples. D'une part, c'est une molécule pour laquelle on dispose d'un recul nettement plus important que pour les inhibiteurs de la DPP4. Donc ce recul fait que c'est la molécule qui est proposée en première intention par toutes les recommandations, à la fois au niveau national mais également international. L'autre avantage, c'est qu'elle est plus efficace, puisque la metformine baisse en monothérapie en moyenne l'hémoglobine glyquée de moins 1,5 points à moins 2 points, alors que les DPP4, c'est moins 0,5 points. Donc la metformine est beaucoup plus efficace en monothérapie que ne le sont les inhibiteurs de la DPP4. Et en plus, il y a des études qui ont montré quand même une amélioration de la morbide mortalité chez le patient diabétique
et qui en fait donc le traitement le plus fiable, je dirais, à l'heure actuelle, et celui qui est, comme je vous l'ai dit, proposé en première intention. Alors, la même personne me demande quel est l'avantage d'associer le Januvia à la metformine. Tout simplement parce que la metformine seule va être efficace, certes, mais si on l'associe au Januvia, il va y avoir une potentialisation des effets des deux médicaments, et donc on aura un effet plus important sur l'hémoglobine glyquée. Alors, Karam me demande quel est l'antibiotique contre-indiqué chez un diabétique. Donc, il n'y a pas vraiment d'antibiotique contre-indiqué chez les patients diabétiques, donc je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Alors, Al-Mansour me demande la place de l'hémoglobine glyquée dans le diagnostic du patient diabétique dans le diagnostic du diabète de type 2. J'ai déjà répondu à cette question. Elle n'a aucune place dans le diagnostic du diabète, c'est très important de le savoir. Tout simplement parce que on ne sait pas, comme je l'ai dit, définir véritablement la valeur réelle d'une hémoglobine glyquée normale, que ce soit chez un diabétique ou chez un non diabétique. L'hémoglobine glyquée, je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir par exemple quelqu'un qui a une hémoglobine glyquée à 5,4% et qui est diabétique, et à l'inverse quelqu'un qui a une hémoglobine glyquée à 6% et qui n'est pas diabétique. Donc le diagnostic du diabète se fait sur la glycémie à jeun, le matin au réveil à jeun, et non pas sur l'hémoglobine glyquée, qui est uniquement un paramètre de suivi du diabète et non pas de diagnostic. Voilà, donc je crois qu'on arrive au terme de cette e-live, puisque je ne vois pas d'autres questions. Il me reste à vous souhaiter un bon été, et comme je vous l'ai dit, nous vous retrouverons avec un grand plaisir pour la saison 2, puisque maintenant on est dans un véritable une dynamique, et donc on rentrera dans la saison 2 avec des e-live qui reviendront à partir du 15 août. Le thème vous sera bien entendu communiqué en temps voulu. Bonne journée, au revoir.